Bonjour à tous, je m'excuse tout d'abord pour mon français qui est un peu rustique, surtout n'hésitez pas à m'interrompre si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas. Je suis fabricant de matériel médical depuis une vingtaine d'années. En gros, je suis surtout ce qu'on appelle un fabricant OEM en sous-marque. Je fabrique à peu près 50% de tout le marché européen du petit diagnostic médical non invasif. Donc des tensiomètres, des glucomètres, des thermomètres. Je fabrique pour les marques que vous connaissez tous déjà, Boehrer, Medisana, AEG, Leica, toutes les marques qui se vendent en pharmacie. Ma compagnie s'appelle Andon, donc j'existe depuis 1995. Je me spécialise à fabriquer tout ce qui prend les signaux du corps et les traduit d'une manière compréhensible, surtout dans le médical. Je vais vous montrer ce slide, c'est pas pour être prétentieux, mais c'est pour vous montrer que la Chine se réveille depuis l'année dernière sur ce qu'on appelle la santé connectée. La santé connectée est un événement relativement nouveau. Vous voyez, ça c'est le cours de mes actions depuis le mois de décembre. Vous voyez le spike là en haut, ça c'était au CES, janvier, tout le monde parlait de la santé connectée et c'est redescendu à des niveaux normaux. Mais vous voyez que la tendance est quand même en grande croissance depuis... En fait, je suis très heureux de dire que depuis la semaine dernière, je vaux $1 milliard, ce qui est très cool. Mais ceci n'a rien à voir pour la raison pour laquelle je suis ici. En fait, l'histoire de la médecine est relativement récente. Ceci est la première photo jamais prise d'une mesure de la tension artérielle. La tension artérielle, ça paraît relativement simple. N'importe qui peut s'acheter un petit tensiomètre en pharmacie, c'est prendre une mesure. Là, vous voyez le professeur Vaquez à la Pitié-Salpêtrière. Ici, c'est le professeur Laubry. Mais vous voyez que c'est un acte médical. Prendre une tension, ça, c'est une photo qui date de 1907. Il y a 100 ans, en fait. Et c'était un événement. Le moment n'est pas banal comme il l'est aujourd'hui. C'était vraiment un grand événement, une grande opération de prendre une mesure de la tension. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout devient tellement facile que ça devient difficile à comprendre, difficile à accepter pour le grand public. Et la santé connectée est en train d'apporter un nouveau niveau de compréhension. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai relu la biographie d'un astronaute qui faisait partie de l'équipe de Apollo 8. Je ne sais pas si vous savez ce qu'était Apollo 8, c'était la réponse des Américains envers les Russes. Ils voulaient envoyer un homme dans l'espace. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 1962, les Russes ont envoyé Yuri Gagarin en l'espace, après avoir envoyé un chien, et les Américains se sont dit, on est en train de se faire niquer dans la guerre de l'espace, donc ils ont dit, on va envoyer un homme faire le tour de la Lune. Ça va être énorme. Donc, dans son bouquin, l'astronaute, il racontait un moment magique quand il a fait le tour du côté obscur de la Lune. C'était la première personne à faire ça. Il a vu un truc que personne d'autre n'avait jamais vu dans l'histoire du monde. Ce qu'il a vu, c'est ça. Il a vu la planète Terre suspendue dans l'espace, toute seule. Il était tout seul dans sa petite capsule, dans un silence de mort, en apesanteur. En fait, presque un silence de mort. Parce qu'au bout d'un moment, il a entendu un battement, quelqu'un qui cognait sur la petite lucarne à l'extérieur. Ça faisait comme ça. Et vous imaginez, en 1968, les petits hommes verts dans l'espace, le mec était quand même un tout petit peu nerveux. Donc, il commence à chercher, il se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de rentrer en contact. Et il a commencé à chercher un peu partout. Il se disait c'était peut-être un petit crayon qui s'était séparé, qui cognait contre une paroi. Et ça lui a pris 3-4 minutes pour réaliser que ce qu'il entendait, c'était le battement de son propre cœur. Il faut un jeu de circonstances absolument exceptionnel pour entendre le battement de son propre cœur. Là, aujourd'hui, pour la première fois, on arrive à une conjonction où la technologie est en train d'évoluer tellement rapidement et pour la première fois, la technologie est vraiment adaptée à ce qu'on veut faire en médecine. Pour la première fois, aujourd'hui, on entend le battement de cœur de la médecine. On est en train de voir où elle est en train d'aller. Aujourd'hui, j'ai fait un TEDx, en fait, il y a une dizaine de jours. J'ai enregistré un TEDx et le sujet, c'était le talent. Vous savez ce que c'est que le TEDx? Les gens vous donnent un sujet, vous disent « Sois inspirant, parle de quelque chose ». Ils m'ont donné le sujet du talent.
Et aujourd'hui, le mot talent, il y a 4 mots qui sont un peu confondus, qui sont le talent, l'intelligence, l'illumination et le génie. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les 4 mots? Donc le talent, c'est relativement simple. On sait que c'est l'habilité naturelle de faire quelque chose que les autres personnes trouvent difficile. L'intelligence, habilité de comprendre les choses et les faits. Mais tout ça, en fait, ça ne suffit pas aujourd'hui pour faire avancer la médecine. Il nous faut un truc absolument extraordinaire qui est l'illumination. De temps en temps, il nous faut un moment où le destin nous prend la main et nous dit « c'est ça ce qu'il faut faire ». Entre vous et moi et le lampadaire le plus proche, quand j'ai lancé iHealth, pour moi, c'était un accident. Moi, je me rappelle encore distinctement du moment où ce moment magique est arrivé. J'ai eu un événement magique dans ma vie en 2008, quelque chose d'exceptionnel, c'est que j'ai acheté mon premier iPhone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la première fois que vous avez acheté un iPhone ou un iPad ou quelque chose, il est arrivé des États-Unis dans une petite boîte brune, je l'ai ouvert, j'ai sorti le produit, même le cellophane était parfaitement droit autour du produit. C'était extraordinaire. J'ouvre le produit et à l'intérieur, il y a ce truc, mais absolument mirobolant, l'iPhone 3. Je savais intuitivement que je devais tout simplement presser ce bouton et que ça allait marcher. Il était livré avec les batteries préchargées. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est trop cool. Je veux faire des trucs comme ça. Et c'est comme ça que l'odyssée de la santé connectée a commencé. Au début, je n'étais parti pas vraiment sur faire des objets connectés. Ma première idée, c'était de faire des instruments beaux et intuitifs. Ensuite, un copain m'a dit, ah ben tiens, ce serait pas mal si tu utilisais l'écran de l'iPhone. Pas mal. Donc j'ai commencé à regarder, parce qu'il était quand même beau l'écran de l'iPhone. C'est le premier écran couleur. Avant, on avait des petits écrans carrés avec des chiffres LCD. Et je me suis dit, oui, d'accord, si j'utilise l'écran de l'iPhone, ça veut dire qu'il faut que j'écrive une app. Donc ça, c'était un peu plus compliqué, parce qu'en 2008, les apps, ça n'existait pas. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a des millions, sinon des milliards d'apps. En 2008, il n'y avait pas une seule app qui existait. Le protocole était encore fermé. Les seules apps qui existaient étaient celles qui étaient natives au téléphone. Vous les reconnaissez tous, c'est les apps natives du iPhone 3. Donc on va voir Apple en fin 2008 et on leur explique l'idée de faire un objet de santé connecté, un tensiomètre connecté à l'iPhone. Apple n'était pas trop chaud. Enfin, c'était quand même un peu bizarre, hein, ces gens qui viennent leur demander d'ouvrir une application. Mais au bout d'un moment, ils me disent « Ok, vas-y, fais-le ». Et on développe le premier tensiomètre connecté à l'iPhone. Et à nouveau, entre vous et moi, quand moi j'ai lancé ça, pour moi c'était un gadget. Moi je me suis dit, je vais me faire un peu d'argent, lancer une marque un peu cool, surfer sur la vague de popularité de toute chose high, parce qu'aussitôt qu'on met high devant quelque chose, ça devient cool, ça devient cher, ça devient profitable. Donc on lance le premier produit, et là c'était le jackpot. Parce que soudainement en 2009, tous les mots magiques sont sortis. Quantified Self, e-health, m-health, connected health, la gestion du patrimoine santé, la santé durable. Tout ça, c'est des très belles expressions qui nous permettent de vendre plus d'instruments. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, avec tellement de recul, qu'il vaudrait mieux prendre ça au sérieux. Et j'ai commencé à repenser en fait à c'est quoi la santé? C'est quoi la santé, la santé connectée, la santé durable? Le truc, c'est que depuis 15 ans, 20 ans, je me casse les dents à faire de la télémédecine. Je me casse les dents à sortir des programmes de gestion d'hypertension, gestion du diabète, gestion du surpoids. Et j'ai jamais réussi à faire un programme de télémédecine qui fonctionnait. Parce que chaque fois, c'était un truc super compliqué, où il fallait brancher le 56K modem sur l'ordinateur avec un câble RS232, et ensuite prendre les données, les écrire sur un dossier Excel, les envoyer à son médecin. Un truc à coucher dehors. Et le problème est que quand on a une maladie chronique, quelle qu'elle soit, que ce soit l'hypertension, le diabète, la sclérose en plaques, n'importe quelle pathologie chronique, si on a une pathologie chronique, on est défini par son mode de vie. C'est un truc qui nous touche tous les jours. Donc si on veut faire des programmes de gestion pour faciliter la vie des gens, il faut que ça soit un truc qui soit intuitif.
Il ne faut pas qu'ils doivent y penser. Il faut que ça soit intégré automatiquement dans leur mode de vie. Aussitôt que ça complique leur mode de vie, ça ne peut pas durer. Donc, une fois des cas d'une nouvelle technologie arrive, comme vous le savez, il y a d'abord eu il y a de l'électricité, ensuite il y a eu des énormes inventions comme l'Internet, la communication. Et ce qui est arrivé en début de 2010, vraiment, c'est arrivé la santé connectée et rentrer dans les mœurs des gens, et c'est en train de changer la manière dont tout le monde regarde la santé. Nous, on s'est dit, ce qu'on allait faire, c'est arrêter de gérer les pathologies. On va arrêter de gérer l'hypertension, on va arrêter de gérer le poids, on va arrêter de gérer le diabète. Ce qu'on va faire, c'est essayer de gérer le patient. Parce que si on regarde les 4 plus grosses pathologies au monde, qui sont numéro 1 le diabète, numéro 2 les maladies cardiovasculaires, numéro 3 le cancer et numéro 4 le surpoids, le cancer, malheureusement, j'y peux rien. Mais les 3 autres, l'hypertension, le poids, le diabète, tout ça, c'est géré par le patient. Et tout ça, ça marche main dans la main. Donc ça ne sert à rien de dire à un mec qui est obèse qu'il est obèse. Il le sait déjà. De la même manière, ça ne sert à rien de dire à un diabétique qu'il est diabétique, il le sait déjà. Et ce sont des 3 pathologies qui sont gérées par le patient, dont le patient est responsable. Les gens qui sont gros parce qu'ils bouffent trop. Hein. Il n'y a pas de secret. 91% des gens qui ont du diabète, c'est du diabète acquis, parce qu'ils ont les mauvaises habitudes alimentaires. Même chose pour l'hypertension, pour les maladies cardiovasculaires. Ce sont des choses qui peuvent être contrôlées par le patient. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour développer quelque chose qui va aider le patient à se prendre en charge et de transformer lui-même en instrument de la santé publique? Ce qui est beaucoup plus dur à faire dans les pays francophones, les pays latins, par exemple la France, l'Espagne, l'Italie, et je dis ça sans porter préjudice à la France, mais tous les pays qui ont une santé socialiste sont très difficiles à gérer. Je veux dire, en France, c'est fabuleux d'être malade. Vous êtes malade, vous avez un arrêt de travail. C'est trop cool, vous êtes payé. Et en plus, la sécurité sociale va payer pour toutes les dépenses. Donc, aucune incitation en France pour faire de la santé préventive. Pourquoi? De toute façon, ça ne coûte rien. Ce qui a instillé dans l'esprit des gens cette idée que le gouvernement doit payer pour tout. Et le patient n'est pas en charge. Donc, c'est à nous, développeurs, hackers, à vous tous, de sortir des produits qui donnent en fait envie aux gens de changer leur perception de la santé. Aujourd'hui, j'ai divisé iHealth en 5 divisions principales. Donc, il y a premièrement iHealth. iHealth, c'est relativement simple. iHealth prend les signaux de votre corps et les traduit d'une manière compréhensible en utilisant une plateforme tactile. Donc, vous avez une plateforme qui gère toutes les pathologies de santé. Vous savez quel âge, monsieur? 53 ans? Non, je ne vous demande pas. Monsieur, quel âge? 50, bon, on va dire 47 ans, c'est ça? Mais vous savez, tout le monde ici, tout le monde dans cet auditorium, le 31 décembre, on prend tous les mêmes décisions stupides. Cette année, je vais perdre du poids, je vais faire de l'exercice, je vais aller courir, je vais manger plus de légumes, etc., etc. Et ça, dans son fort intérieur, on sait que ça sert strictement à rien. Mais si tous les jours, vous allez sur votre balance, et vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de glycémie baisser, votre niveau de tension baisser, votre niveau d'activité monter, vous vous dites, tiens, c'est cool ça. Le micromanagement, les petites décisions tous les jours marchent beaucoup mieux que les grandes décisions à la con qu'on prend le 31 décembre. Donc l'idée de iHealth, c'est de vraiment faire une plateforme qui vous incite à mieux gérer les signaux de votre corps. Donc ça, c'est iHealth. J'ai une deuxième division qui s'appelle iHealth Pro. Ah, tiens, je vais y aller comme ça. Mais il y a une surprise à la fin. Vous voyez la division mystère 2014 que je vais vous présenter. Donc l'idée de iHealth, vous savez, tous les signaux, la tension, le poids, le diabète, l'exercice, les trackers d'activité, les oxymètres de pouls, qui envoient tous les signaux à une seule plateforme, gérée bien sûr par iOS et par Android, même si c'est du iHealth, c'est compatible avec Android. Je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez que quand la personne elle perd du poids, elle voit tous ces signes baisser. Et en fait, vous pouvez rajouter une fenêtre sur le diabète, sur le poids, sur l'hypertension, l'exercice, etc., etc. Parce que tous ces signaux communiquent entre eux. Donc ça, c'est iHealth.
Ensuite, j'ai une autre division qui s'appelle iHealth Pro, qui fait de la recherche médicale, qui fait des appareils, des ECG sans fil, fraction de la systole éjectée, débit cardiaque, des appareils pour les médecins. J'aime bien vendre aux médecins, et je dis ça sans porter préjudice, docteur, vous m'excuserez. J'aime bien vendre aux médecins pour 3 raisons. Surtout aujourd'hui dans la santé connectée. Ils payent des prix plus élevés, c'est qui est bien, merci docteur. 2, c'est qu'on a des chaînes de marge plus courtes, parce que malheureusement, tous les produits grand public, ils sont vendus à travers le cousin du chien d'Henri avec une marge incrémentale, ce qui veut dire qu'un produit qui me quitte à 10 $ va probablement se revendre au grand public entre 80 et 100. Donc ça, c'est très important quand vous développez les nouvelles technologies, de savoir à qui vous allez le vendre, comment vous allez le vendre, comment vous allez le distribuer. Si c'est du produit grand public, ça va passer au moins à travers 3 ou 4 réseaux différents avant que ça n'arrive à l'utilisateur final. Tandis que dans les produits pro, c'est vendu à un distributeur qui le vend directement au médecin. Donc des chaînes de marge plus courtes. Donc si vous développez les nouvelles technologies, c'est important de savoir à qui vous allez le vendre et quelle est votre cible. Et la 3e raison pour laquelle j'aime bien vendre aux médecins, c'est que chaque fois que je vends iHealth Pro à un médecin, il y a 10 de ses patients qui vont acheter la version grand public. Ah, le docteur l'utilise. C'est bon. Donc ça nous donne un aval et un appui médical. Donc ça, c'est iHealth Pro. Ensuite, j'ai une 3e division. Ça, c'est un truc assez important pour la France particulièrement, le cloud. Donc il y a énormément de confusion sur le marché européen sur le cloud. Tout le monde voit le cloud qui arrive, le nuage magique. Il arrive, il va pleuvoir de l'argent sur tout le monde. Ça va être extraordinaire, on va tous se faire des tonnes de blé sur le cloud. Mais personne, en fait, ne sait ce que représente vraiment le cloud en tant qu'utilité pour faire des études épidémiologiques. J'arrive pas à croire que j'arrive à dire ce mot, j'arrive jamais à le dire, épidémiologique. Aujourd'hui, on a un cloud sécurisé avec 2,3 millions d'utilisateurs qui est sécurisé selon les normes de HIPAA. Okay? Il y a énormément de problèmes en France sur la perception de sécurité des données médicales. Il faut comprendre qu'en France, quand vous avez introduit les ceintures de sécurité dans les voitures, c'est le seul pays au monde où les gens ils ont fait des grèves. Comment osez-vous me dire à moi quoi faire dans ma voiture? Je vous emmerde. Donc c'est un truc un peu français de dire non, Big Brother is watching you. C'est quoi cette idée? Vous voulez prendre mes données médicales et m'observer? Non, c'est pas du tout ça le cloud. Le cloud est tout simplement, c'est un coffre-fort de données électroniques auquel seul le patient qui envoie les données a le droit d'accéder. Il n'y a personne d'autre, même moi, je n'ai pas accès aux données des patients qui sont sur mon cloud. C'est un cloud sécurisé, même si, en théorie, ça n'a pas besoin de l'être. Vous qui développez tous des technologies médicales, donc il faut savoir que si c'est une donnée d'automesure, si, monsieur, vous prenez votre tension à domicile, ce n'est pas une mesure médicale. C'est une mesure d'automesure. Il faut que ce soit un médecin ou un professionnel médical qui prenne la mesure pour que ça devienne une mesure médicale. Ceci étant dit, nous, on traite toutes les données, quelles qu'elles soient, comme si c'était the Holy Grail, c'était un truc mais 100% sécurisé. Mais on a un peu cette hantise de qu'est-ce que vont faire les gens de mes données. Aux États-Unis, maintenant, on vend plus d'instruments connectés que non connectés, et c'est rentré dans les mœurs, dans les attentes du consommateur. De la même manière que quand vous achetez un ordinateur, vous attendez toujours une caméra vidéo, ou vous attendez toujours à avoir Internet sur votre ordinateur. Aux États-Unis, les gens, ils achètent un tensiomètre. Ben, évidemment, je veux une connexion. Ça me permet d'envoyer les données. Tandis qu'ici, c'est... Ouh, un truc connecté, vous allez me prendre mes données. C'est un truc pour les geeks, pour les jeunes. C'est pour vous, là. Tous les gens branchés. Et le résultat de ça, c'est que la santé connectée se développe avec un peu plus de retard en Europe parce que les gens, ils ont un peu peur de ce qu'on va faire avec les données. Donc ça va prendre encore 1 an, 2 ans avant qu'on arrive à faire rentrer le cloud dans l'éthos, dans les attentes du consommateur, pour que ça soit vu comme un instrument d'analyse plutôt que comme une menace d'espionnage du gouvernement, comme ça l'est aujourd'hui. J'ai une 3e division qui est un peu vénale, mais qui est fabuleuse, qui s'appelle iBaby, parce qu'aussitôt qu'on sort ces mots magiques, it's for the baby. Les gens, ils sortent leur portefeuille, et ils sont prêts à payer plus, donc les produits pour bébés sont toujours un très très bon créneau, parce que les gens, ils sont toujours prêts à dépenser.
Là, je suis sur le point de lancer le pire produit que j'ai jamais fait de ma vie. C'est lui qui m'y a fait penser. C'est un produit que tous les hommes adorent et tous les hommes détestent et toutes les femmes adorent. Et c'est pas ce que tu penses, Luc. Qui s'appelle iBaby Heart Sense, qui est un produit de recherche, issu de recherche de marketing, donc iBaby Heart Sense. Écoutez la voix de votre bébé. C'est un magnifique petit galet, vous avez envie de le tenir, il est tout, il est doux, il est tactile, il se tient bien dans la main. Et la femme enceinte se le met sur le ventre et ça amplifie les battements de cœur du bébé. Donc vous faites écouter la voix de votre bébé. Et vous pouvez enregistrer les battements de cœur pendant 2 minutes et les envoyer par email à votre maman ou les mettre sur Facebook. Et dedans, bien sûr, il y a un MP3, donc vous pouvez jouer du Mozart à votre bébé et lui donner des leçons d'anglais. Oh, vous voyez, c'est trop cool. Donc, il y a certains produits qu'on développe. Est-ce que ça, c'est de la santé connectée? Est-ce que c'est du bien-être connecté? Il faut qu'on fasse la différence entre c'est quoi le bien-être et c'est quoi la santé. Donc, il y a énormément de confusion aujourd'hui sur le marché sur ce qu'on appelle the wearable technologies. C'est un mot que tout le monde utilise. Et j'étais à CES, on avait 50 fabricants de trackers d'activité qui faisaient tous cric-crac-boom, des montres qui mesuraient les pas, les distances, les calories. Et tout ce marché du wearable va complètement changer vers le mois d'août-septembre cette année, parce qu'on sait tous que Apple va lancer la iWatch. Okay? Et aussitôt qu'Apple arrive dans un milieu, de la même manière qu'Apple n'a pas inventé la MP3, mais ils sont arrivés avec l'iPod et le marché s'est séparé en deux. Il y a l'iPod et tous les petits fabricants de merde en Chine. Donc, la même chose va se passer sur the wearable technologies. Aujourd'hui, c'est devenu trop facile de développer une idée. En fait, c'est très facile d'avoir une idée et vous la mettez tout simplement sur Kickstarter ou sur Indiegogo et les gens vous donnent assez d'argent pour développer la première série. Mais en fait, ça, ce n'est pas développer une idée. Ça, c'est en fait très mauvais pour le business. Parce qu'avoir une idée, c'est vraiment le côté le plus simple. Si vous développez une nouvelle technologie, il faut savoir à qui vous allez la vendre, comment est-ce que vous allez la vendre, comment est-ce que vous allez vous différencier, qu'est-ce que vous allez faire pour votre identité de marque, comment est-ce que vous allez... Il faut bâtir ça comme une bulle, en fait, qui fait le tour où vous revenez toujours à zéro. Les gens, ils ont tendance à se dire, je vais fabriquer un produit, je vais le lancer, ensuite, qui verra, verra. Donc, on essaie de deviner le futur. Mais en fait, le futur aujourd'hui, il est plutôt planifié. Donc ça, c'est ma 4e division, qui n'a rien à faire avec la santé, mais qui a tout à faire avec la santé. J'aime bien m'exprimer en paradoxe. Donc l'idée, c'est la maison intelligente. Donc c'est un mot magique, la maison intelligente. Dans certains marchés, ça marche mieux que dans d'autres. Au Japon, par exemple, ils ont le taux de longévité le plus élevé au monde. Mais paradoxalement, ils ont aussi le taux d'Alzheimer le plus élevé au monde. Donc le marché japonais est en train d'exploser sur la maison connectée, la maison intelligente. Donc l'idée du iSmart Alarm, donc vous avez ce magnifique cube qui s'appelle The Cube. Okay. Ensuite, j'ai des dizaines de petits capteurs connectés pour les portes, pour les fenêtres, détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée. Et c'est complètement sans fil. Vous arrivez, vous branchez ça dans votre Internet, vous posez les capteurs où vous voulez, et la maison est connectée en 5 minutes. Mais il y a aussi des détecteurs de chute pour les petites vieilles de 92 ans qui vont se casser la hanche. Il y a aussi des détecteurs de géolocalisation pour les gens qui ont Alzheimer. L'idée est en même temps, ce boîtier va accepter les données de tous mes appareils médicaux. Donc c'est fabuleux comme système, c'est merveilleux. J'ai lancé ça au mois de novembre l'année dernière aux États-Unis et je vais lancer la version européenne à partir du mois de juin cette année en Europe. Donc tout ça c'est bien, très bien. Attendez, je sais pas qu'est-ce que... Non, maintenant je vais vous parler cette phrase que vous connaissez tous. Just one more thing, comme disait Steve Jobs. Donc j'en parlais justement à Luc avant cette présentation. Moi je fais des trucs fabuleux. Ils sont beaux, ils sont extraordinaires, ils vous donnent envie d'être malade. Ils sont tellement beaux. Si vous regardez mon glucomètre, il est tellement beau qu'il vous donne envie d'être diabétique. Donc ils sont merveilleux, ils sont fabuleux, ils se vendent très bien en B2C, et j'en vends des tonnes, mais ils sont complètement inutiles pour la santé connectée. Pour la vraie santé connectée, je vais vous expliquer pourquoi. Quand je fabrique un appareil iHealth,
Donc, dans iHealth, j'ai un capteur Bluetooth. Un capteur Bluetooth me coûte 8,25 $. Quand j'en achète 500 000 ou 1 million, c'est le coût incompressible d'un capteur Bluetooth. J'ai 4 $ de frais de licence envers Apple, envers Android, avec tous les appareils. Et donc déjà, avant même d'avoir commencé à fabriquer un appareil, j'ai dépensé 12,25 $. Ce qui est un montant énorme, parce que n'oubliez pas que chaque fois que je fabrique quelque chose, il va être vendu à travers le cousin du chien d'Henri avec des marges incrémentales. Ce qui veut dire que le produit devient beaucoup, beaucoup trop cher pour faire de la vraie gestion de la santé. Est-ce que quelqu'un aurait une pièce de 50 centimes? Luc, tu as une pièce de 50 centimes? 25 cents. Ah, 25 cents, tu me donnes. Je suis ravi, j'ai habité au Québec pendant de nombreuses années. C'est quoi ça? Je peux l'avoir? Hein? Je te donnerai tout ce que tu veux, Luc. Non, là, tu viens de me donner, disons que c'est 50 centimes. C'est ça le futur de la santé connectée, en fait. Là, tu m'as donné 50 centimes. 50 centimes, c'est pas de l'argent. Quel que soit votre revenu, que vous soyez sur le SMIC, que vous soyez riche, 50 centimes, c'est pas de l'argent. Mais si tout le monde en France me donne 50 centimes tous les mois, là, ça devient vraiment intéressant. Et le futur de la santé, en fait, c'est ça. C'est de faire des instruments qui sont tellement pas chers, tellement intuitifs, tellement beaux et tellement faciles à utiliser que ça devienne ce qu'on appelle en anglais un no-brainer. Ben, évidemment, je vais te donner 50 centimes. Parce que 50 centimes, c'est pas de l'argent. Donc là, on est en train de développer une nouvelle division. Pardon, je te rends ton 50 centimes, Luc. Je sais que c'est très important. Je te remercie. Investis, achète des actions. Aujourd'hui, il y a 4,3 millions d'utilisateurs de téléphones portables dans le monde. C'est énorme, 4,3 milliards. Okay? 90% du monde est couvert par un signal cellulaire. Plus de gens sont couverts par un signal cellulaire que non d'eau fraîche ou de sanitation. Ça, c'est extraordinaire. Et les transactions sont devenues gratuites. Vous avez 53 ans, monsieur? Vous avez déjà été à la banque? Oui, vous vous rappelez d'avoir été à la banque. Mais quand on allait à la banque dans les années 80, chaque fois qu'on déposait de l'argent à la banque, ça coûtait à la banque entre 5 et 6 $. C'était le coût d'avoir une personne derrière le comptoir. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Merci de votre argent qu'on va garder, etc. Blablabla. Et une transaction bancaire coûtait entre 5 à 6 $. Aujourd'hui, le prix d'une transaction bancaire est de moins de 8 centimes. Parce que tout se fait par Internet. Et cette même révolution des coûts des transactions bancaires, de toute transaction, est en train de se refléter sur la santé. Aujourd'hui, toute la communication en santé devient gratuite. Donc un des futurs de la santé, du wearable technology, c'est de prendre avantage, de faire du piggyback sur le fait que les transactions sont gratuites. Aujourd'hui, c'est comme ça que le particulier perçoit la santé connectée. Nous, on est tous des geeks. Nous, on connaît la santé connectée, on sait ce que ça fait. Mais pour la personne du grand public, la petite vieille dame qui est dehors, c'est comme ça qu'elle perçoit la santé connectée. Un truc super compliqué. Il y a des serveurs qui vont envoyer les données à une time capsule, qui vont faire ceci, et qui vont envoyer les données, et c'est quoi, le gouvernement va prendre un peu là-dedans, et il y a les téléphones, mais moi j'ai jamais eu de téléphone portable, mais c'est quoi ça? Donc les vieux, les gens qui ont besoin des objets de santé, c'est comme ça qu'ils perçoivent malheureusement la santé connectée. Donc il faut qu'on arrive à faire des trucs qui enlèvent cette paranoïa de la technologie. Et donc c'est pour ça que je suis en train de développer une nouvelle génération d'appareils qui s'appelle iHealth Discovery, où je prends tout ce que je connais sur la fabrication des instruments entrée de gamme, avec mes usines en Chine, qui fabriquent 50% du marché européen de la tension. Je prends un tensimètre normal, je peux le sortir en dessous de 6 $, en coût de fabrication, en coût de vente. Okay? Et associé avec tout ce que je sais sur le sexe, sur iHealth, sur comment vendre des produits beaux, plutôt que... Ça ne coûte pas plus cher de faire des produits beaux que de faire des produits laids. Okay? Et le design est une partie aujourd'hui intrinsèque d'un produit. Le design n'est pas seulement là pour être beau, il est là pour être utile et pour que les gens se sentent privilégiés de pouvoir utiliser ce produit. Donc toujours quand vous dessinez des produits, il faut que ça soit beau.
il faut que vous essayiez de reproduire le même feeling, de ce que j'appelle the wow factor. Je suis trop content d'avoir acheté. Si c'est un achat positif, les gens vont l'utiliser. Les gens, ils vont couiner comme des cochons qu'on égorge pour dépenser 50 $ sur un tensiomètre. Mais les mêmes personnes qui ne veulent pas dépenser 50 $ sur un tensiomètre sont parfaitement contentes de dépenser 200 $ sur un cardiofréquencemètre. Pourquoi? Parce que le tensiomètre, t'es gros, t'es con, tu vas mourir, t'as de l'hypertension, achète-toi un tensiomètre. C'est un truc de maladie. Ça, le cardiofréquencemètre, ça c'est du sport. Je l'achète parce que je veux l'acheter. Et aussitôt que ça devient un appel positif, si les gens veulent l'acheter, donc il n'y a plus aucune contrainte. Donc le design fait partie de cette expérience de première utilisation où on se dit « je suis trop content ». De la même manière, on appelle ça aussi le iPad principle, que les seuls gens qui n'aiment pas l'iPad sont ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tablettes qui n'aiment pas leur tablette. Mais moi, je connais personne qui a un iPad, qui l'a acheté pour le plaisir, pour le travail. Tout le monde aime son iPad. Parce qu'il est tout simplement tellement simple à utiliser. Donc pour iHealth Discovery, je suis en train d'allier ce que je connais sur la fabrication entrée de gamme avec ce que je connais sur iSmart Alarm et système de sécurisation du domicile, avec des protocoles de communication beaucoup moins chers. Il y a des nouveaux protocoles qui viennent, entre autres un Français extraordinaire, Ludovic, qui a sorti un protocole qui s'appelle le Sigfox, Ultra Narrowband Frequency, avec des distances illimitées qui permettent d'envoyer des données presque gratuitement n'importe où dans le monde, donc des nouveaux protocoles. Ne vous fiez pas seulement à ce qui existe, il vous faut constamment chercher le prochain océan bleu, la prochaine technologie qui arrive. Si vous utilisez que ce qui existe, vous ne produirez que ce qui existe. C'est aussi simple que ça. Donc, iHealth Discovery, comme je disais, entrée de gamme, protocole de communication moins cher, et aussi qui permettent vraiment de faire des vrais programmes de gestion intuitifs. Un capteur, vous prenez votre tension, votre diabète, détecteur de chute, il y a tout ce que vous voulez, et c'est tout envoyé à un cloud automatiquement. Donc pour moi, c'est ça le futur de la santé connectée. Il faut réaliser, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, et je sais que c'est con, c'est cucu, ça fait un peu Walt Disney, mais vous voyez, des fois, le meilleur médicament pour la douleur n'est pas un médicament. C'est de donner aux gens la perception, la possibilité de prendre soin de leur propre santé. C'est ça le futur de la santé connectée. Assez souvent, et à nouveau je dis ça sans porter préjudice aux médecins présents dans cette salle, moi je suis issu de 20 ans de recherche clinique, je suis moi-même un expert en maladies artérielles périphériques, je fais de la recherche clinique, et assez souvent je développe des nouvelles technologies et j'en parle à mes collègues, à d'autres professeurs, à des médecins, et je leur présente la technologie, et assez souvent, on me dit « ah non, c'est pas possible. C'est impossible ». Et je suis souvent confronté, en fait, le plus les gens ont de l'éducation, le plus ils disent « ah non, c'est pas possible ». Et moi, je sais que c'est possible. Vous savez pourquoi je sais que c'est possible? C'est parce que je regarde Star Trek. Et le fait est que si on peut imaginer les choses, elles sont possibles. Le fait qu'on ne sache pas encore le faire aujourd'hui ne veut pas dire que c'est impossible. C'est tout simplement qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de le faire. Donc ça, c'est une phrase de Picasso que vous connaissez bien, « Everything you can imagine is real ». Donc si vous pouvez l'imaginer, c'est possible. Il suffit tout simplement de trouver le court-circuit qui vous permet de le faire aujourd'hui. Je vais finir sur un truc que j'ai sorti de mon TEDx la semaine dernière. Donc, je pars sur un principe. Tout le monde, par définition, est différent l'un de l'autre. Okay? Il n'y a pas une seule personne ici qui est exactement identique à l'autre. Savez-vous que la tête humaine a en moyenne 100 000 cheveux sur la tête? Ok, moyen. Pour vous, monsieur, peut-être un peu différent. Non, mais pour être précis, les blondes vont avoir 100 000 cheveux sur la tête, 140 000 cheveux sur la tête, les rousses 90 000 et les brunettes au milieu avec à peu près 108 000 cheveux sur la tête. Ça, c'est la moyenne. Mais quelqu'un ici a plus de cheveux sur la tête que tous les autres. Est-ce que c'est vous, mademoiselle, peut-être? Quelqu'un dans cette salle a peut-être 156 000 cheveux, 320 cheveux sur la tête et a plus de cheveux que tous les autres. C'est un record. Exceptionnel. Cette personne est exceptionnelle. Savez-vous aussi que les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que les ongles des pieds? Et que l'ongle qui pousse le plus vite est l'ongle du médium. Mais il y a certainement une personne dans cette salle dont les ongles poussent plus rapidement que les autres.
et qui doit se couper les ongles plus souvent que les autres. Record, c'est extraordinaire. Je pense que tout le monde dans cette salle a essayé de faire ça quand il était petit. Ça s'appelle, c'est un truc très américain, ça s'appelle Paint by Numbers. Vous remplissez tous les numéros 6 avec du jaune, 7 avec du jaune foncé, 8 avec du vert, et en fin de compte, vous arrivez, petit Émile, 8 ans, habitant à Nantes, il arrive à faire ce magnifique tableau des tournesols de Van Gogh, et qui va donner à sa grand-maman à Noël, et tout le monde va dire « Oh là là, qu'il a du talent, le petit Émile. Qu'il est merveilleux, le petit Émile. » Tout le monde se pâme et s'exclame, et c'est extraordinaire. Mais si vous regardez ce tableau, donc c'est un ersatz de Van Gogh, et vous voyez qu'il y a une ligne qui est relativement brutale entre le jaune et le jaune pâle, et que c'est relativement distinct en fait. C'est pas ce qu'il y a de plus beau comme tableau. Et si vous comparez ça à l'original de Van Gogh, qui de loin a l'air plus ou moins pareil, mais si vous voyez que si Van Gogh fait changer du jaune pâle au jaune foncé, il est impossible de dire où le jaune pâle devient le jaune foncé. Ça, c'est du talent. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on essaie de pousser dans notre manière de travailler. Il faut qu'on essaie de se dire, ce que je suis en train de faire est complètement exceptionnel. Ça, c'est très différent de ça. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que les gens... Ça va durer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, quand vous faites du design, moi, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le design intemporel. Je veux que mes produits soient encore beaux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, quand vous faites du design industriel, il faut qu'il reflète les goûts du futur et pas seulement les goûts d'aujourd'hui. Donc, c'est très, très important. Je pense que vous connaissez M. Schopenhauer, que je ne sais pas s'il était autrichien ou allemand. Arthur Schopenhauer qui disait que le talent permet d'atteindre une cible que personne d'autre ne peut atteindre, et tandis que le génie permet d'atteindre une cible que personne d'autre ne peut voir. Et c'est ça qu'il faut tous que vous cherchiez. Cherchez la cible que personne d'autre ne peut voir. Parce que c'est très facile de dire « je vais sortir un nouveau tracker d'activité, je vais sortir une nouvelle technologie qui existait déjà et je vais l'améliorer ». Non, ce qu'il faut, c'est de sortir des technologies qui n'existent pas. C'est vous qui êtes en train d'inventer le futur, et le seul moyen de prédire le futur est de l'inventer soi-même. Donc maintenant, j'utilise plus les mots « la santé connectée ». Parce que la santé connectée, c'est triste. On utilise aujourd'hui les mots « la vie connectée ». Parce que dans le futur, tout ce qui est connectable sera connecté. Je vous remercie infiniment. Vous avez des questions? Merci Uwe. Ouais, si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Bonjour Uwe. Moi, je t'avais écrit un mail en novembre 2010, à l'époque du tout début de iHealth. J'ai bien essayé de vendre quelques tensiomètres sur mon site internet de vente de matériel médical. Je ne sais pas si les choses ont beaucoup évolué en France, mais le sujet, c'était exactement B2B, B2C. On n'arrive pas à percer en 2010, en 2011 en B2C. Moi, depuis, je me suis orienté beaucoup plus vers le B2B. Je voulais savoir si en France, tous ces produits connectés, tous ceux qui débarquent, une énorme mode américaine qui va envahir l'Asie, est-ce qu'aujourd'hui, chez NM Medical, chez Robert Medical, tous ces gens-là, est-ce que ces produits fonctionnent enfin en France, quoi? Ou est-ce qu'on est complètement à la ramasse? Bon, je répète les 3 derniers mots, à la ramasse. Quand j'ai lancé iHealth, je me suis d'abord concentré sur le marché américain, parce que le marché américain est quand même beaucoup plus porteur et beaucoup plus ouvert à ce genre de technologie. Il est vrai que j'avais plusieurs clients qui avaient essayé en France, mais la France n'était pas encore prête. Maintenant, depuis l'année dernière, j'ai ouvert une filiale européenne à Paris, et je suis en train de dérouler dans 30 pays, donc depuis à peu près 6 mois, je commence à faire tout le travail, ce qu'on appelle environnemental de la santé connectée. Parce que je ne vends plus iHealth, je vends le principe de la santé connectée. Et je ne sais pas si vous avez certainement vu dans tous les journaux depuis 6 mois. Maintenant, la mayonnaise commence à prendre, ça se dit? C'est la mayonnaise ou la moutarde? Ok, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ça commence. On a plusieurs compagnies. Ce qui est bizarre, c'est que la France a toujours été le berceau
de la civilisation médicale du XXe et du XXIe siècle. Dans les années 80, vous disiez on va faire du marketing, c'est les États-Unis. Engineering, c'est l'Allemagne, mais la médecine, c'est la France. C'est Pasteur, c'est Marie Curie, la néphrologie, les maladies tropicales. C'était vraiment la médecine en France. Aujourd'hui, on a un peu honte de la médecine en France. Tu veux marier un médecin, mais tu n'aurais pas pu marier un plombier, un mec avec un vrai boulot. On a un peu cette perception que le médecin est plutôt un profiteur qu'un homme de la Renaissance qui vit vraiment pour aider les gens. Et la médecine, c'est vraiment ça, mais on a un peu perdu ce respect, donc il nous faut un peu redorer le blason de la médecine française. Parce que vous avez les grandes innovations qui arrivent ici. Vous avez des compagnies comme WeThings, Wireless Internet Things, compagnie française, mais qui ne reçoit du gouvernement, reçoit des mauvais investissements, qui en fait poussent que la technologie française, mais vu qu'ils ne sont pas fabricants, ils vont demander à une boîte chinoise de fabriquer pour eux, et ils donnent toute leur technologie automatiquement à une boîte chinoise qui, 2 mois plus tard, sort les mêmes technologies en copie, et ce qui veut dire que l'océan rouge arrive beaucoup plus rapidement qu'il n'arrivait il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'un produit est de maximum 18 mois, parce qu'il nous faut constamment chercher le prochain océan bleu. Il y a une dizaine d'années, quand je sortais un produit, un nouveau modèle, c'était bon pour 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, chaque année, ça devient de plus en plus rapide parce qu'on est en train de perdre le contrôle de notre technologie. Donc, si vous inventez des nouvelles technologies, il est très important de vous protéger, de garder en fait l'apport intellectuel sur ce produit. Pardon, je diverge un peu de la question. Mais le fait et la santé connectée est en train d'arriver. Maintenant, c'est un fait indéniable. Comme je disais plus tôt, le cloud arrive avec l'argent qui va pleuvoir partout. Tout le monde veut se mettre dans la santé. C'est devenu un énorme axe de communication pour les télécoms, pour les assurances médicales, pour les Malakoff, Médéric, les AXA, etc., qui veulent tous faire de la gestion des patients, de la gestion de pathologies chroniques. Et parce que c'est un outil épidémiologique absolument extraordinaire. À nouveau, j'en parlais à quelqu'un il y a plus tôt, mais je ne le vois plus. Depuis le mois de septembre, je gère une étude clinique avec American Heart Association, où on a 1 million de patients qui, tous les jours, envoient leurs données de tension artérielle directement à American Heart Association. Je n'ai pas vendu 1 million de tensiomètres de plus. J'ai 2,6 millions, entre 2,3 et 2,6 millions d'utilisateurs. Et sur le cloud, il y en a 1,6 million qui ont des tensiomètres. Donc, ils ont tous tout simplement reçu un push sur leur téléphone disant « Voulez-vous faire partie d'une étude complètement anonyme pour la Fondation du Cœur ?» Évidemment, tout le monde répond oui. Ce qui veut dire qu'en outil épidémiologique, c'est 1 million de personnes qui, tous les jours, envoient leurs données. C'est ça la force du cloud, la force des données médicales. Aujourd'hui, en France, je n'ai que 71 000 utilisateurs. Donc, on a depuis le mois de novembre 71 000 utilisateurs de plus de la plateforme iHealth en France. Donc, c'est en train d'arriver. Je pense que ça va nous prendre encore 1 an pour que ça rentre vraiment au même niveau que ça ne l'est en Angleterre ou que ça ne l'est aux États-Unis. Mais c'est indéniable, la santé connectée arrive. Enfin, j'ai beaucoup parlé pour une petite. Mademoiselle, dites-moi la question, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. Bonjour. J'aimerais savoir en fait votre avis. J'ai travaillé pendant plus d'1 an sur l'IBGSAR. Oui, tout à fait. Qui était le premier lecteur connecté d'iPhone, qui finalement en France n'a pas eu la notoriété, je pense, qui était attendue. Et plus récemment, j'ai travaillé sur la lentille qui est développée par Google. Oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir en fait, d'après vous, quelle serait la réaction des Français par ce type de nouvelle technologie, notamment dans le diabète, qui serait du coup plutôt commercialisé par une grosse structure style Google plutôt qu'un laboratoire. D'accord. Est-ce que tout le monde a entendu la question ou je dois la répéter? Ben, je la répète comme... Donc, mademoiselle travaillait sur les IBG Star de chez Sanofi, ainsi que sur les Google Lenses pour le diabète. Et quelle sera la réaction en particulier des diabétiques envers des énormes boîtes comme Google qui s'investiraient dans cette pathologie. Donc, le diabète est malheureusement la maladie la plus valable au monde. 50% du coût de toute
les dépenses de pathologie chronique sont sur le diabète. On peut ouvrir cette boîte. Tu peux ouvrir la boîte? Il me faut un couteau pour... Malheureusement, le diabète est une industrie particulièrement vénale. Okay? Il y a deux types de diabétiques. Diabétiques de type 1, donc c'est 9% des diabétiques, qui vont se piquer 3 à 8 fois par jour et qui vont utiliser énormément de bandelettes. Et c'est sur les bandelettes qu'on se fait de l'argent. Donc pour les diabétiques de type 1, c'est fabuleux. Ah, tu es diabétique de type 1, tiens, c'est cadeau. Tiens, prends-le, prenez-en deux. 2 kits, on vous donne l'appareil gratuit. C'est comme le principe du Nespresso ou des imprimantes. Mais personne ne s'occupe des diabétiques de type 2. Diabétiques de type 2, c'est 91% des diabétiques parce qu'eux, ils se piquent que 3 à 5 fois par semaine. 200 bandelettes par an. Donc ça ne vaut pas vraiment la peine de leur donner un glucomètre gratuit. Parce qu'on ne se fera jamais notre argent. Où est-ce que ça vaut la peine? Je viens de créer un nouveau glucomètre que j'appelle le BG1, qui est le plus petit glucomètre au monde, qu'on va donner gratuitement à tous les diabétiques de type 2, parce que aujourd'hui, 66% des gens qui achètent un produit iHealth rachètent un deuxième produit iHealth. C'est l'avantage d'avoir une plateforme connectée qui gère toutes les pathologies. Principe du Quantified Self. Aussitôt que vous comprenez les signaux de votre corps, vous dites oh, « c'est cool, je veux en savoir plus. Ah ben tiens, je vais acheter un autre appareil. » Et c'est tout connecté à travers une seule plateforme. Les diabétiques de type 2, ils sont tous gros, ils sont tous hyper tendus, ils ont tous besoin d'exercice, donc c'est comme pêcher des poissons dans un baril, hein, c'est trop facile. En ce qui concerne l'investissement de Google, de Sanofi dans ces technologies, l'investissement de Sanofi est complètement différent de celui de Google. Sanofi sont un des 4 plus grands fabricants mondiaux d'insuline. Ils ont plusieurs insulines qui veulent pousser, et donc pour eux, c'est plutôt un loss leader. Au bout de 4 ans, ils ont pris à peu près 2,7% du marché, il me semble. Et pour eux, en fait, je ne pense pas que ce soit si important de vendre le IBG Star. C'est pour ça, en fait, qu'il ne fonctionne malheureusement qu'avec l'iPhone 3. Et donc, les ventes ont dû être arrêtées parce que je ne connais plus personne qui a un iPhone 3, à part ma fille, peut-être. Mais si vous vous rappelez, au début, j'ai dit, quand vous avez une pathologie chronique, par exemple le diabète, vous êtes défini par votre mode de vie. Donc, tout ce qui va vous aider à avoir une vie normale, entre guillemets, n'a pas de prix. Que ça vienne de chez Google, que ça vienne de chez Sanofi, que ça vienne de chez moi, les diabétiques sont les cibles, pardon, j'hésite à utiliser le mot facile, mais ce sont les cibles les plus faciles, qui sont les plus réceptives et ceux qui ont le plus besoin de nouvelles technologies. Donc moi, je ne vois aucun problème. Je pense que si Google Glass, je ne pense pas que ça va arriver dans les 2-3 ans qui viennent, mais c'est plutôt dans les 7-8 ans qui viennent. Mais je pense qu'aussitôt que ça arrive, évidemment, je prends parce que, comme je vous dis, je suis défini par mon mode de vie. Donc tout ce qui m'aide à avoir une vie normale, je prends. Monsieur, vous avez une question? Oui, au niveau de la distribution, parce que vous voyez ce produit-là plutôt comme quelque chose qu'on va trouver dans tout type de distribution, qui est plutôt dans les magasins de sport, par exemple, dans l'extrême, dans le supermarché, ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours qu'il y ait un professionnel de santé qui soit là pour expliquer ce que le patient et pour l'aider à interpréter ces données? La question est, est-ce que je pense que la distribution devrait se faire à travers des créneaux médicaux avec de l'avis médical ou à travers les grandes surfaces? C'est plus ou moins ça, oui. Je sais. Historiquement, la santé connectée a été plutôt perçue comme un gadget que comme un instrument médical. Parce qu'au début, on ne poussait pas la santé connectée, mais on poussait le bien-être connecté. Et des gens comme moi, historiquement, je fabrique des instruments pour les malades. Pour les hypertendus, les diabétiques, les gens en surpoids. Et quand je fabrique des instruments pour les malades, les seules personnes qui les achètent, c'est les malades. Par contre, si je fais des trucs pour le bien-être, la santé touche 100% des gens. Donc au début, quand ces produits sont sortis, la distribution a surtout été faite par les magasins de grande surface électronique. Aux États-Unis, c'est Best Buy, Walmart, Walgreens, CVS. En France, Fnac, Boulanger, Darty. Parce que tous ces magasins de produits électroniques, ça fait depuis 15-20 ans qu'ils survivent avec de la vidéo et l'audio. Donc la vidéo s'est cassé la gueule il y a 10 ans avec l'introduction de la télévision HDMI. Il n'y a plus de marché en vidéo.
L'audio, tout le monde est en train d'acheter des petites merdes fabriquées en Chine, l'entrée de gamme. Donc tous les distributeurs, malheureusement, ils sont en train de chercher des nouveaux produits à marge. Ils regardent tous la santé et le bien-être connecté comme le prochain nirvana de la marge. Donc ils sont tous en train de se précipiter dessus. Mais la distribution est malheureusement aujourd'hui plus conduite par la demande du distributeur que par la demande du grand public. Donc ils sont tous en train, comme monsieur l'a fait il y a 3 ans avec son iHeart BP3. Moi j'ai honte de ce produit. Hein. Mon premier produit, c'était un dinosaure. Mais je veux dire, oui, tout à fait. Mais c'était fabuleux à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est un dinosaure. Mais tous les distributeurs veulent distribuer ces produits, mais il n'y a pas encore la demande du sell-through du grand public. Le véritable futur de la santé connectée va se diviser en 2 marchés. Il y aura le marché du wearable technology, du bien-être, les trackers d'activité, les trucs de sport qui font cric-crac-boum le matin. Et il y aura la santé connectée. Le futur de la santé connectée, par exemple le diabète, est une prérogative de la pharmacie en France. On n'a que le droit de vendre un glucomètre en pharmacie. On n'a pas le droit de le vendre à travers Fnac, Darty Boulanger. Donc le futur va se séparer entre les deux. Je pense que le vrai futur de la santé connectée sera en pharmacie. Les gens iront toujours à la pharmacie en premier. C'est le premier rempart où ils vont visiter la pharmacie pour lui donner de la vie. Mais ce système est beaucoup plus développé dans les pharmacies anglo-saxonnes, où systématiquement, dans chaque pharmacie anglo-saxonne, on a ce qu'on appelle des coins de confidentialité, où les gens, ils ont des tests, ils ont une infirmière qui va leur tester le diabète, l'hypertension, et ils sont tous en train d'installer des instruments de santé connectés pour valoriser la relation entre le pharmacien et le patient. Donc ici, c'est en train d'arriver en France, mais c'est un peu plus lent. Mais ça revient au principe qu'on a énormément de difficultés à accepter de partager nos données en France. On a un peu peur de ce que le gouvernement va faire. Mais une chose qu'il faut réaliser, les gens qui achètent des instruments de santé connectés, les achètent parce qu'ils sont connectés, parce qu'ils veulent partager des données. Je veux dire, nous, on s'est dit, on est en train d'essayer de se projeter de qu'est-ce que les autres vont faire des données des autres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est les gens qui achètent les produits qui décident quoi faire avec leurs données. Pardon, je digresse. Mais le futur de la santé connectée, je pense que ce sera en pharmacie. Mais certains produits seront toujours entre les deux. L'exemple parfait, c'est l'oxymètre de pouls. Je ne sais pas s'il doit y en avoir un. Ah, il est parti en recherche en bas. Ok. L'oxymètre de pouls est un instrument fabuleux que vous mettez au bout du doigt et qui mesure le niveau de saturation d'oxygène dans le sang. C'est extra comme objet. C'est fait pour les grands sportifs et pour les gens qui souffrent de maladies respiratoires. Mais pour les grands sportifs, c'est les coureurs de marathon, les gens ceinture noire karaté, etc. Mais aux États-Unis, comme vous le savez, n'importe qui court plus que 3 minutes se considère comme un athlète de haut niveau. Ils vont s'acheter les habits spéciaux en lycra. Et donc, aux États-Unis, je vends les oxymètres de pouls. À travers tous les magasins de bien-être, c'est devenu un truc essentiel pour n'importe quel kidam pour la vie de tous les jours. Tandis qu'en Europe, l'oxymètre de pouls est plutôt perçu comme un truc médical pour l'infirmière. Donc, ça va dépendre des pays, mais généralement, je pense que le gros du marché va se trouver vers la santé connectée plutôt que le bien-être connecté. Et est-ce que dans ce cas-là, ça veut pas dire que c'est fait pour les médecins, les aides-soignantes, les infirmières, plus que le particulier qui ira l'acheter en pharmacie? Tout à fait, mais il y a certains instruments, mais c'est pour ça que moi j'ai lancé une deuxième division qui s'appelle iHeart Pro. Je fais les ECG sans fil, du débit cardiaque, etc. Ça, si tu veux, je peux t'en vendre un, mais ça ne te sert strictement à rien. Ça, c'est pour les professionnels de médecine. Donc il faut différencier médecine connectée, télémédecine et santé connectée, gestion de tous les jours. Il y a un marché pour les deux. Interopérable avec des systèmes de télémédecine. Absolument, tout à fait. Donc, si vous regardez l'application, il y a 2 applications, il y a iHealth et il y a iHeart Pro. Sur l'application de iHeart Pro, le médecin peut importer les données d'automesure de son patient avec la permission du patient et les réexporter directement dans le dossier médical personnalisé du patient qui malheureusement ne marche pas très bien en France, c'est ce qu'on me dit. Mademoiselle. Donc la question, quels moyens est-ce que j'ai prévu pour pour faire la communication au grand public? C'est une question impossible à répondre. Vous avez une demi-heure? Non. On a plusieurs axes de communication, mais il faut comprendre... Pardon. Il
Il y a un axe principal qu'il ne faut pas oublier, c'est pas seulement de vendre iHealth. Ne pas seulement vendre ma marque, mais de faire ce que j'appelle de la publicité environnementale. Ce qui est bon pour tout le monde, pour le marché, est bon pour moi. Donc je fais énormément de travail en background, en réglementaire, sur les clouds, sur la santé connectée en général. Et ça, je suis vraiment en train de pousser depuis 6 mois à faire des conférences, à faire du travail de fond, des articles, pas seulement sur mes produits, mais sur les produits des autres. Ben, c'est ça ce qu'il faut qu'on fasse. Donc j'ai 7 axes de communication. J'emploie des blogueurs, j'utilise des sites internet, j'écris des articles, tous les trucs classiques. Hein. Je ne fais pas énormément de publicité dans les magazines parce que ça sert strictement à rien, pas à grand-chose. Mais j'ai un deuxième axe de communication qui est bien sûr iHealth, les études cliniques, les validations, etc. Et le troisième axe de communication, je sais que c'est très américain de dire ça, mais c'est moi. Je me vends aussi en tant qu'individu, la santé connectée en train de pousser. Aux États-Unis, ils aiment bien avoir une tête de ponte, je veux dire quelque chose, une personne qu'ils peuvent reconnaître qui est associée à la santé connectée. La télévision, donc je fais les interviews, je fais tout ce qu'il faut. Donc si je peux payer quelqu'un pour que Mel Gibson utilise un tensiomètre iHealth dans son prochain film, je serais ravi. Ou je ne sais pas quel acteur français on va mettre... Monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit en fait, vous êtes pour le design intemporel. Et un peu plus loin, vous avez dit que en fait, le cycle de vie des produits est extrêmement court. Voilà, en fait, comment vous mariez en fait, ce design intemporel sur des produits qui sont très périssables? Donc la question, alors c'est vrai, en fait, vous me posez une colle, mais j'aime bien ce genre de colle. La question est, j'avais parlé du fait que je fais des designs intemporels. Je veux que mes produits soient toujours beaux. Comme ça, pardon, ici. Non, je disais, c'est comme l'iPhone, c'est l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5. Mais, et en même temps, le problème, c'est que la vie d'un produit est de maximum 18 mois, donc comment est-ce que j'allie les deux? Est-ce que vous avez déjà vu un film qui s'appelle Mécanique Orange, Orange Mécanique? Donc, vous vous rappelez du moment où Malcolm McDowell, il prend une cassette de la 5e de Beethoven et il ouvre le tiroir pour mettre la cassette, et dans le tiroir, il y a un tape deck de Bang & Olufsen des années 1960. C'est un vieux produit, mais qui est encore beau. Parce que même s'il date d'il y a 20 ans, c'est encore un produit, c'est un produit qui est linéaire, qui est cartésien, qui sera toujours beau, quels que soient les... Ce que je voulais dire par là, c'est que j'évite les designs un peu fantaisie, où dans 2 ans, vous vous dites, mais comment est-ce que j'ai pu acheter une merde pareille? Je veux toujours que mes produits soient dans une ligne de développement, de la même manière que l'iPhone 3, même s'il est désuet, sera toujours beau. C'est un très très bel objet. Et on travaille. Donc ça, c'est des règles de design. Par exemple, si vous regardez tous les produits de Bang & Olufsen, ce sont des lignes carrées qui seront toujours belles. Des fois, quand je demande à mes ingénieurs chinois de sortir des produits, ils me sortent des trucs qui me donnent littéralement envie d'être aveugle. Des trucs, mais que pour eux, ils trouvent très jolis parce qu'ils sont fantaisie, ils ont des belles lignes rondes. Mais moi, je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser si je sors un produit comme ça dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Donc, j'utilise des angles. C'est seulement une question de règles de design. Même si on sait qu'un produit ne va pas durer 8 ans, 10 ans, ce n'est pas une raison de faire un produit laid. Monsieur. Donc, j'ai parlé beaucoup des collectes des données, des clouds. Est-ce que mon objectif n'est pas de me servir des données pour me faire du blé? C'est gros. Grosso merdo, c'est la question. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ces données? Donc, comme la première chose que j'ai dit, j'ai un cloud sécurisé. Donc, même moi, je n'ai pas de accès aux données personnelles des données. Et même si ce ne sont pas des données médicales au vrai sens du mot, je les utilise, je les protège comme si c'était des données médicales. Évidemment, moi, je fais ce que j'appelle du data mining pour pouvoir essayer de comprendre ce que cherchent les individus. Pour voir, en fait, par exemple, l'étude que je fais avec American Heart Association est un exemple parfait.
avec 1 million de patients partout aux États-Unis qui sont en train d'envoyer des données tous les jours, ça me permet d'assister la Fondation du cœur américaine pour faire un mapping en fait de l'attention aux États-Unis. Mais je ne me servirai jamais des données pour les vendre à un laboratoire pharmaceutique, parce que ce ne sont pas mes données, ce sont vos données qui vous appartiennent. Donc tout ce que moi je peux savoir, c'est que une personne de 53 ans va avoir une tension. Mais c'est tout ce que ça me dit. Donc, avec cette donnée, moi je ne peux rien faire du côté industriel, à part retourner au principe du 50 centimes, que je demandais à Luc de me prêter 50 centimes. L'idée, c'est que plus tard, quand vous êtes complètement connecté, je vais voir Malakoff Médéric ou AXA ou quelle que soit votre assurance médicale, et je leur dis, laissez-moi gérer la pathologie, le diabète chez tous vos patients diabétiques en échange de 50 centimes par mois. Donc vos données sont envoyées au serveur, qui sont automatiquement analysées en analyse statistique évolutive, qui me permettent de voir s'il y a des artefacts ou des choses inhabituelles. Et vous, en tant qu'utilisateur, pouvez immédiatement recevoir un feedback disant « Oh là là, Luc, ça fait depuis 3 jours qu'on remarque que ton niveau de glycémie est en train de tout doucement monter et tu es en train de prendre tes médicaments en temps et en heure. » Donc l'idée, c'est d'utiliser les données pour aider le patient à lui-même devenir un acteur de la santé publique, mais pas du tout à s'en servir pour en fait vendre les données, parce que c'est tout simplement pas correct. Ben, les diagnostics, par définition, donc l'idée, on a les plateformes comme l'iPhone ou l'Android qui déjà permettent de faire des diagnostics d'une manière ludique, simple et facile. Donc c'est pour ça qu'on a introduit dans tous les systèmes, par exemple, des codes couleurs. Tout le monde comprend que vert c'est bon, jaune c'est moins bon et rouge c'est dangereux. Et que l'idée c'est de faire des données qui sont faciles à comprendre. Ensuite, ces données sont envoyées directement au cloud et elles sont passées à travers un algorithme et automatiquement, c'est un service gratuit de toute façon. Vous pouvez aller n'importe quand sur le cloud de iHealth et regarder tout votre tableau de bord santé. Et vous êtes la seule personne qui pouvait le voir, à moins bien sûr que vous donniez votre mot de passe à votre copine, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est, mais l'idée c'est vraiment de vous aider à vous-même utiliser les données pour mieux comprendre les signaux de votre corps. Monsieur. Si le patient, l'ensemble de patients sont d'accord pour vendre leur santé à un laboratoire, monétiser leurs données. Non, c'est pas correct de toute façon. Par définition, c'est impossible. On fait des études cliniques, on fait des études pilotes. Dans quel cas, par exemple, en Israël, avec une compagnie d'assurance qui s'appelle Maccabi, depuis 2 ans, je suis en train de gérer une étude clinique avec 12 000 patients diabétiques qui, tous les jours, envoient leurs données de diabète directement à mon serveur et qui sont analysées par des infirmières, d'abord par un algorithme, mais ensuite par des infirmières. Et après 2 ans, on montre 38% de moins d'hospitalisation. Vous imaginez ce que ça c'est, 38% moins d'hospitalisation. C'est énorme. Et c'est ça le futur de la santé connectée. Pardon. Vous pouvez imaginer que des mutuelles fassent pression mais disent à leurs adhérents vous faites la cotisation à moitié prix. Tout à fait. Contre quoi vous nous envoyez des données de santé pour que vous puissiez suivre tout se passe bien. Tout à fait. Mais ils ne le feront jamais avec des appareils comme ça parce qu'ils sont tout simplement trop chers. Aujourd'hui, une personne qui joint à une mutuelle, le temps moyen d'une personne dans une mutuelle est d'à peu près de 5 ans. Ensuite, ils changent pour une nouvelle mutuelle parce qu'ils ont changé le boulot. Et en moyenne, l'assurance médicale va dépenser 5 € par mois sur le patient. Donc, ce n'est pas avec 5 € par mois que vous allez acheter des trucs qui font cric-crac-boom. Donc, c'est pour ça que je développe iHealth Discovery. C'est la gamme qui est vraiment faite pour ce type de programme où l'assurance, disons, Malakoff Médéric, vous dira « Ah ben tiens, Luc, tu as un problème de diabète, tiens, on t'offre ce produit et en échange, tu payes 50 centimes par mois ou nous payons 50 centimes par mois, etc. » Donc oui, c'est certain. Mais ça, c'est du B2B et ça, c'est le vrai futur de la santé connectée, c'est de vraiment faire du B2B. Faire du B2C, c'est intéressant, on se fait beaucoup d'argent, mais il faut constamment chercher le nouveau océan bleu. Il faut constamment chercher le nouveau produit qui va faire cric-crac-boom. Tandis que la vraie gestion de la santé, ce sont des trucs durables. Ce n'est pas des trucs qui vont se passer en 1 an. Parce que
même si on gère, ça a toujours été le problème de la gestion du patrimoine santé, c'est que le moindre programme de gestion prend au moins 2 ans, 3 ans avant de vraiment porter fruit. On a des technologies maintenant, sur iHealth Pro, je peux faire ce qu'on appelle un index de pression systolique en moins de 3 minutes. Donc l'IPS, l'index de pression systolique, est aujourd'hui le meilleur prédicteur de morbidité et de mortalité cardiovasculaire. C'est de loin. Ça, j'ai déjà démontré plusieurs fois. Mais il n'y a pas un seul généraliste qui le fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez voir un cardio ou un vasculaire, il est trop tard. Vous allez le voir quand vous êtes fait un AVC, quand vous êtes fait un infarctus, vous avez une claudication, docteur, j'ai mal, et il va vous réparer. Mais si tous les généralistes, ça se dit généralistes, les médecins généralistes, faisaient ce qu'on appelle un IPS, un index de pression systolique, sur tous les patients à l'âge de plus de 40 ans, on pourrait reculer l'âge des AVC de 5 ans. C'est ça le futur de la technologie, c'est de définir des pathologies avant qu'elles ne présentent un symptôme externe. Donc les technologies aujourd'hui sont en train d'arriver qui vont tout changer. Monsieur. Vous êtes principalement fabricant de périphériques de santé connectés. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à des plateformes tierces de traitement ou de stockage des données, ainsi que le projet de Santi avant le fait du hackathon? Est-ce que vous êtes dans une logique d'interopérabilité, couverture justement de ces technologies? Donc je suis surtout fabricant de plastique ou de matériel périphérique. Et comment est-ce que je me positionne envers les plateformes qui proposent des services tiers, c'est ça? En fait, des plateformes médicales professionnelles. Tout à fait. Donc si vous allez sur n'importe quel de mes sites internet, anglais, français, allemand, mongol, quelle que soit la langue, vous verrez en bas du site API. J'ai un API ouvert. Donc n'importe qui a accès à cette API. Et donc moi je suis pour le partage des données. Je suis déjà connecté avec toutes les grandes applications qui existent sur le marché. Tactio, Runkeeper, Evernote, donc tous les produits sont déjà compatibles. Et quiconque veut se connecter peut se connecter à mes appareils. Non seulement j'offre un API ouvert, mais j'investis énormément dans les plateformes. Donc j'investis dans plusieurs des plateformes qui sont en train de se créer. Il y a Human Life qui est en France, je pense la tienne aussi est assez intéressante. Donc je suis constamment en train de chercher à aider à développer ce genre de truc. Mais je pense vraiment que les données devraient être complètement ouvertes. Et je suis sous NDA sur quelques compagnies ici dont je ne peux pas parler le nom, mais je vois des représentants de ces compagnies. Mademoiselle. J'ai remarqué une question. Merci d'avoir rappelé que la cession d'une base de données de santé est pas possible, même avec l'accord de la personne concernée. Un contrat qui prévoirait ça, c'est 50 d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Tout à fait. Et je m'en réjouis. Oui, il n'y a qu'en France, vous faites, si vous prenez votre tension et vous l'envoyez à quelqu'un, là, il y a certaines personnes qui considèrent ça comme une donnée médicale. Pas dans l'Union européenne, pas en Allemagne. Certainement, vous pouvez prendre votre automesure, et si c'est vous qui décidez de la partager, il n'y a aucune raison pour qu'elle soit protégée. Ah. Mais ceci étant dit, je veux dire, c'est un moot point anyway, je veux dire, parce que de toute façon, nous, on protège. Aux États-Unis, c'est certainement pas une donnée médicale que de prendre votre mesure. Pardon? Oui, ben, je veux dire, le point de vue américain est que de toute façon, on est à un niveau d'acceptance de ces technologies. Ça revient au principe que je disais que les gens qui achètent des instruments connectés les achètent parce qu'ils sont connectés et parce qu'ils veulent partager les données. Par définition, nous, on traite toutes les données, quelles qu'elles soient. Même une donnée de course, de podomètre qui mesure le nombre de pas, nous, on traite ça comme une donnée médicale, mais ce n'est pas une donnée médicale. Je suis désolé de vous contredire. Une donnée de santé. Le nombre de pas que vous faites par jour est une donnée de santé?
Tout à fait. Ça concerne uniquement la santé de la personne. Et je suis pour ce qu'on appelle, notamment en Allemagne, le détermination informationnelle, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez que si vous n'agissez pas, parce que finalement c'est un peu un côté commercial, nous on protège toutes les données de la même manière, c'est tant mieux. Mais s'il n'y avait pas cet attrait-là, est-ce que vous pensez que ça aurait ça a un intérêt, les données ont intérêt à être traitées différemment selon les problèmes du patient et du médecin? Est-ce qu'elles ont une valeur différente pour vous dans vos modèles économiques si elles viennent du médecin ou du patient? Pour moi, en tant que valeur économique, aucune. Il n'y a aucune valeur économique sur une donnée du patient, à moins que lui, il décide de s'en servir pour un programme de gestion de pathologie chronique, où lui, il est prêt à payer pour cette gestion. Mais de toute façon, par définition, moi je considère, même si vous me dites que si vous grattez la tête, c'est une donnée médicale, moi je vais la protéger de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est parti, on a dit on protège tout. Advienne que verra, on va tout protéger, parce que là, les lois sont en train de changer d'une manière un peu quotidienne. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas danser plus vite que la musique. Donc, je me protège selon les normes les plus sécurisées possibles. Là, le mois prochain, on ouvre un nouveau cloud européen ici en France. Je n'ai pas le droit de vous dire avec qui c'est, mais c'est un cloud agréé, ZIP, avec, avec un hébergeur de données agréé, que je vais ouvrir ici. Je le fais pas parce que je dois le faire, mais parce que je veux le faire. Et donc, parce que mais le problème, c'est que les lois qui protègent l'Allemagne, qui protègent l'Italie, qui protègent l'Angleterre et la France, sont toutes différentes. Donc moi, j'utilise le standard le plus élevé qui est aujourd'hui en Europe, le standard français, pour protéger les données en France. Monsieur. La question à laquelle vous répondiez, pour moi, c'est plutôt la question du secret médical. Enfin, les données qui sont recueillies par un professionnel de santé sont soumises au secret médical. Le patient ne peut pas délier le professionnel de santé du secret médical. En revanche, à partir du moment où le patient a ses données, il a le droit d'en faire ce qu'il veut, il n'y a pas de secret. Donc Tout à fait. C'est ça la question de la sécurisation. Si un cardiologue prend la tension à un patient et lui dit vous avez 18 de tension, le patient il peut l'afficher sur son site web, c'est il peut le donner à tout le monde. En revanche, le cardiologue, lui, il n'a pas le droit de le faire. Cette information. C'est ça la question. Monsieur. Dans le monde technologique, en termes de communication, smartphone, smartpad, etc., il y a deux grands acteurs, Apple, Google. Dans le monde de la santé, c'est assez récent, il y a eu beaucoup de systèmes un peu propriétaires, une très grande diversité. Est-ce que vous voyez une évolution vers justement l'apparition de gros acteurs dominants en termes de technologie, parce qu'après, ce sont des écosystèmes privés, donc il n'y a pas Apple, il n'y a pas Google, c'est des écosystèmes. Est-ce que dans le domaine de la e-santé, on va voir apparaître des grands écosystèmes privés? C'est qui va démocratiser quelque part l'aspect technologique, qui va permettre à de nombreux acteurs de s'associer à un ou plusieurs écosystèmes pour entrer dans la marche publique. Donc la question, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a le système de iOS, système Google, Windows, système Android. Est-ce qu'il y a un système qui est mieux adapté ou que je pense va s'imposer sur le milieu médical? Oui, bon, je veux dire, personnellement, j'ai tendance à penser que le système de iOS est plus adapté, le système d'Apple est plus adapté au partage sécurisé des données. Pour une seule raison, c'est que je veux dire, les hackers et les geeks ont tendance à préférer Android parce qu'ils disent que c'est un système qui est plus ouvert et que le système d'Apple est beaucoup plus fermé, mais le système d'Apple est un système qui est universel. C'est que le système de iOS, vous le faites sur un iOS, ça va fonctionner sur tous les iOS. Tandis qu'avec les systèmes de Windows ou d'Android, ce sont des systèmes où, par exemple, si je lance une version Android, il faut que je fasse une version pour LG, une version pour Samsung, une version pour HTC. Je veux dire, chaque téléphone a son propre langage. Donc c'est une programmation qui est beaucoup plus compliquée. Et chaque fois qu'il y a une mise à jour sur Android, il faut que je fasse en fait plusieurs mises à jour sur le logiciel pour être adapté à autant de téléphones que possible. Tandis qu'avec iOS, c'est vraiment un système où on fait une modification. Et en plus, iOS, Apple nous avertit
3-4 mois avant qu'il va y avoir un upgrade, ils nous donnent des versions bêta pour que le jour où l'application sort, on s'est tous dans l'industrie retrouvés pris à court il y a à peu près 3 semaines avec un nouveau upgrade de Android et soudainement il n'y avait rien qui était compatible en BLE, en Bluetooth Low Energy. Donc tout le monde pendant 2-3 semaines en a chié pour essayer de sortir des nouvelles versions qui fonctionnaient avec Android. Je pense qu'il y a certains... Moi, j'aimerais bien vous dire que je pense qu'il y a un espéranto de la santé qui va sortir, un langage universel de communication. Mais en ce moment, je pense que ça penche plutôt vers l'Android, vu qu'à peu près 60% du marché est Android. Mais ça fonctionne mieux sur iOS. Tout ce qui est professionnel médical a tendance à plutôt pousser vers le iOS, vers l'Apple, passer les systèmes tout simplement plus simples. Et tandis que iOS, ce sont les systèmes qui sont pollués par les mises à jour presque quotidiennes des logiciels. Je ne vois pas d'autres langages, je ne vois pas Windows s'imposer comme un langage de communication. Ils sont à 4,4% du marché global. Je ne les vois pas devenir un acteur principal. Et le seul langage qui est vraiment bien construit, c'est celui de iOS. Même si les gens ne l'aiment pas parce qu'il est difficile, parce que c'est un langage fermé. Donc vous êtes un peu dicté par iOS. Donc malheureusement aujourd'hui, je vends plus d'instruments Android que de iOS. C'est dommage. Bon, tous ceux qui veulent encore poser des questions, hein, vous êtes ouverts. Je vous rappelle juste qu'à 17h30, on fait le Demo Clinics. Donc, on va passer vous voir dans toutes les équipes. Il y aura un coach qui passera vous voir. Et merci, vous.